tous, bonsoir à toutes, bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir répondu oui à mon invitation de faire cette interview pour que les gens puissent te connaître un peu mieux. Moi, je te connais parce qu'en fait, je te vois souvent intervieweur, donc à ma place. Donc, voilà, c'est vrai que je voulais te donner cette place-là aussi ce soir pour que les gens sachent qui est Julien Perron, qui est la personne qui a fait plein de choses et qui commençait par se définir en disant moi, j'ai pas eu beaucoup de chance à l'école et des choses comme ça et pourtant, j'y suis arrivée. Et je trouve que c'est un bel exemple, c'est une bonne chose de montrer aux personnes qu'on peut y arriver, même si il y a des gens qui dans les classes nous montrent des doigts ou nous disent quoi que ce soit. Voilà, Ok. c'est une bonne chose. Donc, Julien, je te laisserai te présenter, s'il te plaît. Oui, alors, merci. Merci d'ailleurs pour tout ce que tu fais, hein. C'est chouette de pouvoir s'exprimer. Euh, En fait, moi, j'aime bien me définir d'abord comme un citoyen du monde parce que tu sais, on a cette fâcheuse tendance en France à mettre des étiquettes un petit peu sur tout. Et, euh, et moi, je me considère vraiment profondément comme un citoyen, en fait, avant tout, avant d'avoir ces étiquettes de créateur, de chef d'entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite parce que comme tu le soulignais, en fait, moi, quand j'ai commencé mes activités, à l'époque, j'avais 23 ans, donc là, j'en ai 41 aujourd'hui. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage, sans ascenseur à Paris. Pas de diplôme, parce que j'ai zéro diplôme. Je suis dyslexique et dysorthographique. Et puis, j'avais pas d'argent, issu de famille modeste. Et donc, à l'époque, je décide, contre toute attente, de créer une entreprise. Et en plus, je me lance dans un secteur d'activité que je maîtrise absolument pas, qui est le monde du tourisme, avec un désir profond en fait de vraiment de montrer aux gens une autre façon de voyager, que les acteurs puissent vivre vraiment quelque chose de très différent. Et quand je fais un recul en fait sur tout ce qui s'est passé depuis que j'ai créé mon entreprise jusqu'à maintenant, déjà foncièrement j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir changé, d'être resté le même. Et donc, pour moi, c'est impossible d'avoir la grosse tête ou de me dire, bah tiens, alors oui, j'ai réalisé un film maintenant qui a dépassé les 2 millions de spectateurs, je pourrais avoir un melon comme ça. On fait un festival pour l'école de la vie où il y a 15 000 visiteurs qui viennent tous les ans. Je pourrais me dire, bah tiens, pareil, je pourrais avoir aussi le melon parce que c'est un peu un succès forcément. Et il y a plein de choses comme ça en fait que j'ai mis en place de manière très intuitive qui fonctionnent et qui font que ça me permet de réaliser en fait mon souhait le plus cher, c'est-à-dire de transmettre des messages, de semer des graines, d'inspirer les gens, d'apporter ma pierre positive en fait à l'humanité. Et donc, je peux que me considérer comme un citoyen et pas comme une star, tu vois, entre guillemets, ou comme qui serait différent d'un autre citoyen. Peut-être la seule différence, c'est que assez tôt, j'ai commencé à m'occuper de moi parce que j'avais pas les réponses à l'école et je les avais pas forcément ailleurs. Donc, je les ai obtenues beaucoup dans les voyages. Pour moi, c'est vraiment un outil en développement personnel, en fait, le voyage, le fait de voyager seul. Donc, j'essaye de partir tous les ans seul avec mon sac à dos pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter aux gens, à la nature et puis prendre du recul aussi un peu sur tout ce que je fais. Et puis ça a été entremêlé de beaucoup de choses et donc les lectures m'ont beaucoup aidé. Et donc ce qui fait que on peut considérer que je suis sur ce chemin de développement personnel depuis un petit moment en fait. Je crois avoir commencé vers l'âge de 10-12 ans. Et donc quand tu es sur ce cheminement, à un moment donné, tu en apprends vraiment beaucoup plus sur toi. Donc pour moi, je me rappelle souvent me dire, bah, tiens, en fait, Julien, tu es ton propre psy. Parce que je découvrais en fait de plus en plus qui j'étais dans ma façon d'interagir avec les autres. Enfin, c'est extrêmement complexe, hein, la psychologie. Mais plus j'en apprenais sur moi et plus j'en apprenais sur les autres. Et ce qui a fait que assez tôt, en fait, j'ai réussi à comprendre mes excellences. En fait, là où moi j'étais vraiment doué, donc mes capacités qui sont vraiment très personnelles. Évidemment, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir ce que j'appelle ces excellences-là. Moi, en l'occurrence, parmi les excellences, c'est une certaine facilité à fédérer les gens autour de moi. Et ben, ça m'a permis, alimenté avec un vrai besoin de liberté, ben, ça m'a amené à réfléchir et à me dire, tiens, il faudrait que je crée mon entreprise et que je mette à contribution mes excellences, en fait, mes atouts, là où je suis doué, pour les autres, pour l'humanité. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait la différence à l'heure d'aujourd'hui, c'est que comme on ne nous accompagne pas dans notre système scolaire ou nos parents ou notre éducation, en fait, de manière globale, à comprendre qui on est réellement, parce que on est un peu obligé de suivre les rails, un peu comme tout le monde, et de rentrer dans un moule, en fait, tous.
Et en fait, c'est quasiment impossible parce qu'on est quand même tous différents. Il y a 8 formes d'intelligence, donc 8 capacités d'apprentissage qui est différent. Enfin, on est tous différents. Et donc, du coup, dans cette différence, on est complémentaires. Et pour moi, l'idéal, ce serait d'accompagner les enfants le plus tôt possible, justement, à être ce qu'ils sont, tout simplement, quoi. C'est très simple à dire, hein, mais c'est un gros challenge à mettre en place, ça c'est sûr. Et donc, voilà, peut-être que voilà, j'ai sûrement eu cette chance de commencer très tôt et de me comprendre et de voir mes qualités, ce qui m'a amené à créer cette entreprise et à me lancer dans quelque chose qui m'excite encore tous les matins quand je me lève, parce que c'est tellement grisant de savoir que tu participes à quelque chose de positif et que ça aide les gens en fait autour de toi. On s'était amusé il y a 5-6 ans en arrière à faire une espèce de comptage en fait du nombre de visites qu'on pouvait avoir sur nos sites, de tout ce qu'on avait fait en fait, pour voir un peu l'impact qu'on avait eu. Et je crois qu'on avait dépassé les 10 millions de personnes qui ont été impactées. Et donc ça, c'est des chiffres qui datent d'il y a 6 ans, donc je pense qu'on les a largement dépassés maintenant. Et je me dis à chaque fois que sur ces 10 millions, par exemple, de l'époque, s'il y a une personne pour qui en fait ça a changé sa vie de manière positive et qui se retrouve vraiment en fait sur son chemin de vie, bah, c'est gagné en fait, tu vois, parce que cette personne-là, elle va forcément rayonner aussi, elle va inspirer d'autres gens autour d'elle. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on change le monde et qu'on inspire les gens autour de nous. Donc c'est un peu long comme définition, mais je me considère avant tout comme un citoyen. Et puis après, bah, oui, alors je suis réalisateur et producteur de films depuis 3 ans, créateur d'événements, donc avec le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation. Et puis chef d'entreprise créatif intuitif avec l'agence Néo Bien-être que j'ai créée il y a quelques années maintenant, et ça fait plus de 17 ans, et qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. D'accord. Tu as commencé par l'agence, par l'entreprise, hein, c'est ça? Et après, tu as Oui, fait le tout à fait. film? Ouais. Alors, chronologiquement, j'ai créé d'abord un réseau d'agences de voyage et d'hébergement orientés sur du bien-être et de l'éco-responsabilité. Mhm. Ça, c'est vraiment le postulat de départ. Ça s'appelle Neo Horizon Travel. C'est un site qui est toujours en ligne d'ailleurs. Et donc, à l'époque, sans m'en rendre compte, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable. D'accord. Parce que bah, c'était très novateur, bah, notamment en termes de valeurs et d'éthique de ce qu'on proposait. C'était novateur en termes de modèle économique, parce qu'à l'époque, le modèle qu'on a créé n'existait pas. En fait, nous, on met en connexion une agence de voyage, par exemple, qui est au Canada, avec une personne qui a envie de partir au Canada et qui a envie de vivre des expériences comme nous, on propose, c'est-à-dire tourner autour du bien-être, de l'éco-responsabilité. Donc, tu vas trouver des cours de yoga, tu vas trouver une approche culinaire, découvrir l'art d'un pays. Évidemment, on est très proche des autochtones. Et donc, tout ça, quand tu remontes 17 ans en arrière, ça n'existait pas vraiment. Donc, on a créé ce marché. Et après, par la suite, on a créé l'agence de communication Néo Bien-être. Cette agence Néo Bien-être, ben, c'est vraiment celle maintenant avec laquelle on vit, si je puis dire, parce que c'est vraiment là où on met beaucoup d'énergie. Et donc, avec l'agence, on a créé le Festival pour l'école de la vie, le Congrès Innovation en éducation. Ça m'a amené, sans que je prévoie tout ça, à réaliser donc le film C'est quoi le bonheur pour vous. Puis après, l'école de la vie, une génération pour tout changer. Et chronologiquement, c'est arrivé de cette façon. Mais une fois de plus, je suis quelqu'un d'intuitif. Donc moi, quand je mets en place quelque chose, un projet, je le mets en place parce que je le sens et j'attends pas en fait. Tu vois, je vais pas attendre des années pour mettre en place quelque chose que je sens. Et donc, c'est peut-être ce qui fait la différence avec beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est que, tu sais, je pense qu'on est tous habités par cette intuition et on l'appelle comme on veut. Ça peut être notre âme, ça peut être des anges gardiens, ça peut être une petite voix, ça peut être n'importe quoi. Mais comme c'est quelque chose qui est inné, on a tous cette capacité en fait à écouter cette intuition. Sauf que c'est tellement rapide, c'est des millièmes de seconde, et qu'on ne nous a pas accompagnés à l'écouter et notamment à la développer. La plupart d'entre nous, en fait, on passe à côté parce qu'après, c'est plutôt la réflexion, l'ego aussi parfois qui prend le dessus. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on passe à côté de ce qui est vraiment bon pour nous, en fait, ce qui vraiment nous correspond à 200%, et non pas ce que la société ou nos amis auraient envie de nous, par exemple. Ouais, Et donc, ouais, chronologiquement, c'est arrivé de cette façon. d'accord. Le festival pour l'école, c'était une envie vraiment particulière pour montrer qu'il y avait d'autres choses par rapport à ton parcours ou Alors, oui et non. En fait, le Festival pour l'école de la vie, il a été créé parce que, au tout départ, j'ai écrit un article qui s'appelle L'école de la vie, qui est mon idée en fait de créer une école alternative, donc de créer ce qu'on appelle une école nouvelle. Et donc, je l'ai appelé l'école de la vie. Et donc, à l'époque, je publie cet article et sans attendre quoi que ce soit, en l'espace de 3 mois, je reçois plus de 600 emails
de personnes qui adorent l'idée, des gens qui veulent m'aider en fait à créer cette école. Et moi, je n'avais pas vraiment prévu tout ça en fait, si tu veux. Pour moi, c'était juste un article de plus et en fait, j'imaginais rien du tout. Et donc, du coup, D'accord. j'ai eu beaucoup de mal à répondre à toutes ces personnes. Et je me suis dit, comme j'ai une facilité à fédérer les gens autour de moi, pour donner quelques exemples, à l'époque, c'était moi qui organisais les fêtes de famille ou les fêtes entre amis ou les soirées, etc. En fait, c'était très simple pour moi de connecter tout le monde alors que pour d'autres personnes, c'était ultra compliqué ou ça les embêtait. Et donc, je me dis, voilà, je vais faire un pique-nique, je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger, une nappe, et puis on se retrouve quelque part. En fait, au moment où on a commencé à communiquer sur ce pique-nique, il y a de plus en plus de personnes qui nous écrivaient en nous disant: ah, et moi, est-ce que je peux donner une conférence? Est-ce que je peux venir avec ma table et montrer mes jeux de cartes, par exemple? Et nous, on n'avait pas trop réfléchi à ça à l'époque et on s'est dit: pourquoi pas, ça va amener un peu d'animation dans ce pique-nique. Donc, résultat des courses, il y a 600 personnes qui viennent à ce pique-nique, donc c'est un gros pique-nique. On passe une super journée et à l'issue de cette journée, on se dit: impossible de rester là-dessus. C'était tellement magique, en fait, humainement parlant, tous les échanges qu'on avait pu avoir. Et donc, on se commence à réfléchir et on se dit, tiens, on va faire un festival, mais sans trop savoir dans quelle direction on se lançait. On se dit, tiens, on va l'appeler le Festival pour l'école de vie. Et puis, de l'année d'après, donc on passe de 600 personnes à l'année d'après à 9000 personnes qui viennent au château de Flaugergue. On ne s'attendait vraiment pas à C'est ça. incroyable ça. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et on a commencé à mesurer progressivement les attentes que pouvait avoir en fait la population, c'est-à-dire tout le monde, globalement tout le monde, hein, pour être synthétique, les enseignants, les parents, les enfants, les citoyens aussi qui sont concernés par le sujet de l'éducation. Et là, on a vu en fait qu'il y avait un champ en fait éducatif qui était extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui exercent leur activité pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants depuis de nombreuses années, sauf que personne n'est au courant. C'est-à-dire que les médias en fait ne parlent pas de tout ça, donc les médias les plus importants, l'éducation nationale n'en parle pas non plus. Donc du coup, on se retrouve face à une espèce de boîte de Pandore avec une flopée de professionnels, tous très compétents, hein, vraiment pour la plupart, avec des outils parfois validés par des scientifiques. Moi, c'est ce que j'appelle des gens qui sont connus dans leur biosphère. En fait, parfois, il y a des millions de personnes qui les connaissent, mais il y a les 79 millions de personnes qui ne les connaissent pas. Et donc, on essaye justement de mettre en lumière ces acteurs. Et au départ, le Festival pour l'école de la vie, c'était vraiment l'idée de mettre en avant notre projet d'école pour qu'on puisse créer cette école. Et finalement, on s'est laissé porter par, nous, on a l'impression en interne qu'on est porté par l'amour parce que d'un point de vue économique, un festival, c'est pas du tout intéressant pour un chef d'entreprise. C'est pas avec ça en fait que tu vas gagner ta vie, quoi, très clairement. C'est un festival comme nous on le fait. C'est vraiment l'idée d'aider les gens. C'est vraiment l'idée de fédérer des personnes qui puissent se rencontrer, qui puissent créer de la synergie après par la suite, et puis faire avancer les choses dans le monde de l'éducation. Et ce qui est magique maintenant avec le temps, parce qu'on va faire notre 6e édition en 2021, donc l'année prochaine, ce qui est magique, c'est que maintenant, au cœur du festival, on retrouve des institutions, le ministère de l'Éducation nationale, des citoyens, des professionnels de l'éducation, des enseignants, des directeurs d'établissement. Donc en fait, il y a quasiment un peu tout le monde qui se retrouve pendant 3 jours à Montpellier et qui ont cette chance, enfin, en tout cas moi je trouve, de pouvoir se rencontrer et de pouvoir échanger, parce que dans la vie de tous les jours et dans l'année, globalement, ces gens, ils ne se rencontrent pas. Mm. Mm. Et donc, ouais, le festival, à la base, il est parti de ça, c'était juste un article pour créer une école, et maintenant, on est vraiment habité pour participer à ce changement collectif, parce que je trouve que tout part de l'éducation, et que si on a vraiment de l'énergie à mettre là en ce moment, c'est vraiment autour de l'éducation. Tu as vu une évolution depuis tant d'années du coup? Une évolution au niveau du festival, tu veux dire? Est-ce que, on a bien compris qu'il y avait des professionnels qu'il n'y avait pas avant qui sont venus, dont même le ministère. Mais est-ce que tu trouves que les mentalités ont changé du coup? Est-ce que les gens sont plus ouverts, plus à l'écoute? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Est-ce que, Bien dans sûr, ce oui. sens-là? Déjà, globalement, on avance dans une bonne direction, de manière vraiment très générale, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on a toujours à peu près 15 ans de retard sur plein de choses en France, mais on est quand même dans une bonne direction. Donc, on ne fait pas marche arrière, on ne part pas à contresens. On est vraiment sur le bon chemin, sauf qu'on met beaucoup de temps pour que les choses évoluent. Donc, par exemple, pour faire un parallèle,
quand j'ai créé mon entreprise en 2003, donc on parlait de bien-être et d'éco-responsabilité. Et à l'époque, le monde de l'entreprise n'était pas encore prêt, ne serait-ce qu'à écouter le mot bien-être. Ouais. Parce qu'il y en avait certains qui nous pointaient du doigt un peu comme des gens un peu bizarres, quoi. Parce on parlait juste du mot bien-être et d'éco-responsabilité. Maintenant, on parle de yoga, on parle de méditation, on parle de développement personnel. Tout ça, ça s'intègre de plus en plus dans le monde de l'entreprise et dans les écoles. Donc en 17 ans, tu vois, on a quand même avancé. Ces mots-là, en fait, se sont démocratisés. Le mot yoga et méditation, à l'époque, c'était réservé, soi-disant, à des gens bizarres ou à des mouvements sectaires. Donc maintenant, ça s'est complètement démocratisé. On a des applis pour apprendre la méditation. Et puis dans le monde de l'éducation, moi, ça fait à peu près 7 ans maintenant que je mets de l'énergie dedans, donc je vois aussi l'évolution. Nous, on a vraiment le sentiment que depuis que le festival existe, parce que maintenant, il y a entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans, on a vraiment le sentiment que ça accélère les choses. Et on est vraiment très content de ça. Et donc, oui, en fait, les consciences s'ouvrent, mais c'est comme si on était obligé. En fait, tu vois, c'est comme si on n'avait pas le choix. Euh, Tout, en fait, tout tourne autour de ça. Enfin, tout va dans cette direction. Donc, on ne peut pas fermer les yeux. C'est-à-dire que les institutions, le gouvernement, le ministère, ils ne peuvent pas fermer les yeux. C'est impossible. Et on ne peut pas arrêter, en fait. Prenons l'image d'une vague. On ne peut pas arrêter cette vague. C'est pas possible. Donc, ça fait que prendre de l'ampleur, de toute façon. Encore une anecdote. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait peut-être 2, 3 salons en France du bien-être. Maintenant, il y a quasiment un salon dans tous les départements en France. Donc, dans le monde de l'éducation, nous, pour le moment, on est quasiment les seuls encore à proposer un festival ou un congrès. Mais on voit bien qu'on a inspiré beaucoup de gens et que de plus en plus, justement, il y a des gens qui se lancent dans ce type d'initiative à organiser avec leur énergie, leur niveau, leur réseau, des événements autour de l'éducation. Donc, je pense que, tu vois, si on devait avoir une interview comme ça d'ici 15 ans, tu verras qu'à mon avis, il va y avoir de plus en plus de salons, plus en plus de forums, de congrès autour de l'éducation en France. C'est une certitude. Donc, ça avance dans le bon sens. Au sein du ministère, ça avance aussi dans le bon sens, parce qu'il y a plein d'évolutions ultra positives. Mais comme personne ne s'attarde à en parler, parce que, une fois de plus, les médias ne parlent pas de tout ça, parfois même les enseignants ne sont même pas au courant des initiatives positives qui sont véhiculées au sein du ministère. Donc, il y a vraiment un manque flagrant de communication. Donc, moi, je dis à chaque fois au les cœurs, en fait, ça avance vraiment plutôt dans le bon sens. Et puis après, faut être quand même aussi réaliste, c'est-à-dire que si on prend le champ des enseignants, on sait qu'il y a à peu près 50% des enseignants qui sont pour en fait toutes ces initiatives qu'on trouve à l'extérieur et qui sont curieux, qui ont envie de comprendre, qui ont envie de se former, donc par eux-mêmes hein, évidemment. Et puis après mener des expériences dans leur classe, tout simplement, donc de voir en fait si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et puis il y a encore peut-être 50% des enseignants. Et puis globalement, on peut même l'imaginer 50% des citoyens, hein, globalement. Et encore, je suis très gentil, hein, parce peut-être qu'on doit plutôt dire 80% contre 20% éveillés, qui sont pas encore prêts en fait à écouter ça et qui sont pas encore prêts parce que pris dans leur propre conditionnement, donc il faut vraiment pas leur en vouloir. Hein, c'est encore une question d'éducation. C'est qu'ils sont pas encore prêts à comprendre et à entendre. Donc chacun son cheminement, on avance chacun à notre vitesse. Mais entre-temps, ce qui est chouette, c'est que moi, je vois qu'il y a des centaines de millions de personnes qui se mobilisent à travers le monde, un peu comme nous on le fait, comme toi tu le fais. Et tout ça, ça participe justement à semer des graines et puis à inspirer les gens, à générer des déclics. Parce qu'une graine qui est semée, c'est une graine qui est semée. Et donc, ça peut mettre, je sais pas moi, un jour pour que ça éclore, mais peut-être que ça peut mettre 10 ans aussi. Mais peu importe, au moins la graine, elle aura été semée. Et c'est ce qui me semble vraiment le plus important. Pour moi, on a vraiment une responsabilité en tant que citoyen d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour incarner réellement ce qu'on a envie de voir dans le monde. Tu sais, Gandhi le disait bien, il disait, sois le changement que tu as envie de voir dans le monde. Et je pense que ça résume tout. Donc, si tu as envie que ton monde soit rempli d'amour, commence-toi déjà par incarner l'amour. Et on pourrait donner plein d'exemples comme ça. Alors, ça paraît très simple à dire, mais factuellement, c'est une réalité. Donc, et puis maintenant, ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que nos pensées nous permettaient justement de créer vraiment notre propre monde. Donc, on vit chacun dans notre monde quelque part, même si on a tous ce sentiment évidemment d'habiter sur la même planète, mais globalement dans nos vies, on est tous dans un monde différent parce qu'on pense tous de manière très différente. Et ça se cultive, ça s'apprend et on peut accompagner les enfants le plus tôt possible à plutôt cultiver des pensées positives
non pas être dans le monde des bisounours, hein, loin de là, il faut évidemment rester très réaliste, c'est pas du tout l'objet de mon propos, mais vraiment à se dire que dans chaque situation, il y a un regard qu'on peut porter qui peut être positif et qui nous permettrait peut-être de rebondir plus facilement sur des accidents de la vie, sur des parcours qui peuvent parfois être un peu chaotiques. Moi, j'en fais partie, hein, j'ai pas eu une vie qui est toute rose, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, mais de cultiver notamment en fait, cette vision positive, je pense que ça m'a vraiment aidé par rapport à d'autres personnes, quoi. Et ça s'apprend. En tout cas, moi, je l'ai appris et j'ai découvert à travers mon étude sur le bonheur que ça s'apprend. Donc, c'est à la portée de tout le monde. On en arrive à ton film, du coup. Tu nous as ouvert la porte sur le film. Moi, je l'ai vu personnellement, j'ai adoré. Enfin, Merci. c'était vraiment. Enfin, bon, après, lier toutes ces cultures par rapport au bonheur, c'est vrai que c'est quand même intéressant. C'est très intéressant et ça ouvre vraiment beaucoup de choses. En plus, pendant le confinement, tu l'avais mis en vision gratuite. Donc, c'est vrai que voilà, moi, ça m'a permis de le voir. C'était Merci. super. Donc, ce projet de film, comment il arrive? Il arrive comme ça, un jour, on se lève et on dit tiens, je vais aller faire le tour du monde pour voir comment les gens sont heureux. Qu'est-ce que c'est pour eux plutôt le bonheur que être heureux? C'est pas, Ouais. c'est deux choses différentes. Donc, Oui, bah c'est très marrant parce que, tu sais, comme je te le dis, en fait, je fais tout de manière intuitive. Donc, j'avais jamais imaginé un jour que j'allais réaliser un film. Pour moi, c'était réservé au monde du cinéma parce que, enfin, tu vois bien, les budgets sont énormes, c'est des millions et des millions d'euros. Et donc, comment c'est arrivé? C'est qu'à un moment donné, je pars à Montréal pour organiser une rencontre de thérapeutes que j'organisais déjà en France. Et donc, on voulait créer des ponts entre le Canada et la France. Et puis, j'avais décidé de rester un mois sur place. Et donc, moi, quand je me déplace, quand je dors, en fait, j'aime bien dormir chez les gens. Et donc, bah, à un moment donné, il faisait moins 40 degrés, tempête de neige, blizzard, c'était au mois de décembre. Et donc, on ne pouvait pas sortir de la maison de l'hôte. Et on commence un peu à parler de tout. Et à un moment donné, on parle du bonheur. J'ai mon téléphone qui est sur la table. Et puis, je lui dis, est-ce que ça ne te dérange pas que je te filme pendant que tu me donnes ta définition? Et en fait, c'est le soir, en regardant cette vidéo, que j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à interviewer les gens au Canada. Parce que j'avais quand même remarqué une chose, en fait, quand tu arrives au Canada, c'est assez frappant, tu vois quand même que les Canadiens sont beaucoup plus chaleureux que nous, plus accessibles. Tu as l'impression d'être pote un peu avec tout le monde. Enfin, le contact se fait vraiment très facilement, partout. Que ce soit un arrêt de bus, au restaurant, dans un centre commercial. Ça se fait vraiment très facilement. Et donc, assez rapidement, tu te sens vraiment à l'aise en fait dans la société. Tu vois en fait que les gens ne crient pas ou qu'il n'y a personne qui s'énerve. Enfin, c'est assez frappant. Et donc du coup, je m'étais dit peut-être qu'au final, au Canada, il y a une recette parce que les gens sont plus heureux que nous quelque part, quoi. Et donc j'ai commencé à les interviewer, donc en posant cette question, c'est quoi le bonheur pour vous, pour ceux qui voulaient y répondre. Et en fait, ça m'a un peu dépassé. Je me suis laissé prendre par le jeu parce que je trouvais ça très sympa déjà dans l'idée, parce que systématiquement, c'est des personnes bah, que je chope comme ça un peu dans la vie, en fait, si tu veux. Donc, ils n'ont pas le temps de réfléchir et d'intellectualiser bah, ce que c'est le bonheur pour eux, c'est vraiment du spontané. Et il se passe quelque chose avec la personne. Il se passe vraiment quelque chose, c'est de l'ordre un peu de l'intime, je trouve. Et donc, du coup, après, je me suis dit, bah, tiens, je me déplace 6 mois de l'année un peu partout dans le monde dans le cadre de mes activités. Donc, je vais profiter de mes déplacements pour continuer à interviewer les gens comme ça, parce que ça me plaît bien, en fait, ça me fait vibrer. Et je voyais que plus on publiait aussi ces vidéos sur la chaîne YouTube Néo Bien-être qu'on a créée, et plus ça générait des déclics. Et comme je te disais, c'est mon leitmotiv, en fait, c'est vraiment d'inspirer les gens et de générer des déclics. Je me suis dit, tiens, mais c'est un super outil, en fait, j'y avais pas pensé. Et donc, ça m'a donné encore plus envie de continuer à interviewer et puis d'alimenter cette chaîne YouTube. Parce que, ouais, vraiment, quotidiennement, je recevais des messages mais magnifiques de personnes qui ont écouté une interview peut-être 1 minute et pour eux, ça a changé leur vie et c'était incroyable. Et voilà, et ça m'a amené après à me dire, bah, tiens, maintenant, j'ai fait le tour de la population, maintenant, je vais essayer de me rapprocher plutôt de professionnels, inspiré à l'époque de Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Donc, je vais aller rencontrer des gens qui sont très bons dans leur domaine d'activité, puis on va parler de bonheur, en fait, je vais leur poser la même question, et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc ça a duré pendant 4 ans. En fait. J'étais vraiment alimenté par ça. Je trouvais ça génial. Alors déjà, d'une part, d'aller voir des gens ouais, qui ont écrit des livres, tu sais, qui peuvent être très connus dans leur milieu. C'était quand même très agréable d'être avec eux.
très sympa en plus parce que la plupart d'entre eux sont devenus un peu comme des amis professionnels. Donc, on a toujours gardé le contact en fait depuis cette première rencontre autour du film. Et puis ces interviews-là, particulièrement de ces gens connus, qui durent 1 heure, 1 heure 30, a été un catalyseur aussi de prise de conscience parce que j'ai reçu encore plus de messages, encore plus de mails quand je publiais notamment ces interviews. Et c'est au bout de 4 ans où je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais peut-être m'arrêter puisque je commençais à être fatigué. J'avais 20 kilos à peu près de matériel à chaque fois quand je me déplaçais. J'étais seul, donc il n'y avait pas de caméraman, pas de perchman. Donc je faisais tout en fait tout seul avec mes lampes, avec mon drone pour faire des prises de vue aériennes. Donc ça a été une vraie partie de plaisir, mais en même temps, c'est quand même assez épuisant de se déplacer tout le temps comme ça et d'être tout le temps dans les trains, dans les avions, etc. On ne s'en rend pas trop compte. Parfois, d'un point de vue extérieur, on peut se dire, oh là, c'est magique, sa vie, elle est magique. Le gars, une fois, il est aux Seychelles, et après, le lendemain, il est au Japon. Mais en fait, c'est génial, mais au bout d'un certain temps, c'est quand même fatigant, il faut le savoir. Et donc voilà, après, je me dis, tiens, bah, je vais essayer d'en réaliser un film, mais sans me poser aucune question technique, parce que bah, évidemment, je ne suis pas réalisateur. Et donc, j'essaye de faire la bande-annonce. Je me rends compte que, évidemment, je n'ai pas les compétences techniques pour le faire. Et puis, à l'époque, je réfléchis et je me dis, mais tiens, il faudrait absolument que je trouve un réalisateur de film qui m'aide à réaliser ce film, parce que bah, ce n'est pas mon métier. Et je ne sais pas si toi tu crois aux synchronicités, mais au moment en fait où je pense à ça, j'ai un coup de téléphone. Et en fait, c'est Laurent Quérin qui m'appelle, qui est le jeune homme avec qui j'ai fait des films, et qui me dit à l'époque qu'il cherchait un stage parce qu'il reprenait des études pour se perfectionner en 3D dans le monde du cinéma. Et je lui dis, alors attendez, je ne sais pas si vous arrivez au bon moment, mais moi j'ai envie de réaliser un film. Il se peut qu'il s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à le monter. Et je l'entends rigoler au téléphone et il me dit, oh, mais c'est rigolo, vous savez, parce que moi j'ai fait un court métrage il y a 2 mois en arrière que j'ai appelé aussi C'est quoi le bonheur pour vous? Ah, c'est bien. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on se rencontre. Donc du coup on s'est rencontrés. Humainement, bah, ça a accroché en fait. Il a fait son stage dans l'entreprise, après il est devenu salarié dans l'entreprise. Et donc du coup c'est avec Laurent qu'on a fait les 2 films, donc C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer. Ça nous a mis 9 mois pour faire C'est quoi le bonheur pour vous? On était très contents du résultat, vraiment, parce que c'était vraiment fatigant aussi, pareil. On s'est transformé en chauve-souris pendant 9 mois. On faisait ça vraiment beaucoup de nuits. Et une fois qu'il était terminé, j'avais demandé à un maquettiste de nous faire l'affiche du film. On était très contents aussi de l'affiche. Enfin, en gros, on était très contents. Et on s'est dit, bon, bah maintenant, on va communiquer sur le film, mais sans avoir d'attente. En fait, pour nous, c'était encore un outil en plus parmi tout ce qu'on fait. Et donc, on va communiquer dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace même pas de 3 semaines, un mois, on commençait à recevoir plus de 80 demandes par jour de gens qui voulaient organiser des projections. Et donc, du coup, on s'est fait dépasser par les événements, on s'est transformé en maison de distribution de films. Donc, il a fallu embaucher du monde pour qu'on s'organise, en fait, pour répondre à toutes ces demandes. Ça a duré quasiment pendant 7-8 mois. Hein. Pendant 7-8 mois, on a même eu des pics jusqu'à 120 demandes par jour. C'était vraiment impressionnant. Et puis, bah, du coup, moi, j'étais pris dans cette énergie. Et donc, j'ai essayé d'être partout. Parce qu'évidemment, après, on vous invite, quand vous êtes réalisateur, dans les salles de cinéma ou quand on projette le film, pour après débattre avec les gens. Et donc, j'avais envie de vivre ça à fond. Donc, j'ai été quasiment, enfin, je pense, partout. Hein. En tout cas, j'ai fait plus de 350 salles de ciné, ce qui est déjà beaucoup. Et ça a été vraiment une magnifique aventure. Et ce qui est dingue, c'est que ça continue encore. C'est que le 20 mars dernier, j'ai mis le film en accès gratuit. Le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Et donc, je l'ai mis en accès gratuit parce qu'on était dans cette période de confinement, que c'était la journée mondiale du bonheur. Et je me suis dit, tiens, je pense que ça pourra faire du bien aux gens. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été énorme encore. C'est que le jour où je l'ai mis en accès gratuit, en 2 jours, il y avait plus de 120 000 personnes qui avaient vu le film. Et je me suis dit, waouh! Et je me suis retrouvé en fait derrière mon écran, en train de pleurer de gratitude. J'ai ma compagne qui est venue me voir en se posant des questions, en me disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je disais, mais c'est juste magique. Et je lui faisais lire en fait les messages que je recevais, parce que c'était aussi en flux continu, et je trouvais ça magique que le film, 3 ans après, parce qu'il est sorti en 2017, puisse avoir encore autant d'impact, que ça puisse autant sensibiliser les gens et les inviter à le partager et à générer des déclics, que je me suis dit, bon, bah, je vais le laisser pendant toute la période de confinement pour que les gens puissent vraiment en profiter et le partager. Et là, dernièrement, j'ai pris la décision de le laisser à vie. Donc maintenant, le film C'est quoi le bonheur pour vous sera accessible gratuitement à vie sur la chaîne YouTube.
parce que voilà, là, on est à 790 000 personnes en plus qui l'ont vu gratuitement. Et je trouve ça encore énorme. Donc je me dis, ce film il a l'air de faire beaucoup de bien. Il semble ne pas vieillir parce que les propos datent quand même de 2000, même pas 2015 maintenant. Et donc ça veut dire qu'il va sûrement bien vieillir en fait ce film et qu'on en reparlera encore dans de nombreuses années. Donc je trouve ça génial. Donc du coup voilà, je l'ai mis en accès gratuit. Et voilà, c'est encore une réponse très longue, mais pour répondre à ta question première, mais j'avais pas prévu tout ça et j'ai fait de manière très intuitive. Par contre, si on m'avait dit et qu'on m'avait expliqué ce que c'est en fait de réaliser un film, de la phase de post-production à la phase de réalisation, puis après de la phase de distribution, je ne l'aurais jamais fait. D'accord. Jamais parce que c'est un travail de fou. En fait, c'est vraiment énergivore et chronophage comme tout. C'est incroyable. Après, c'est une merveilleuse aventure. Hein, mais si on t'explique consciencieusement ce que ça représente, sachant que nous, on est déjà très occupés, je l'aurais jamais fait. Et le festival pour l'école de la vie, c'est pareil. Si on m'avait dit, voilà, organiser un festival, Julien, avec 220 exposants, 35 conférences, des animations, des débats, et quand il y a 15 000 personnes à peu près qui viennent tous les ans, ça va donner ça. J'aurais dit, OK, non, c'est bon, on est déjà trop occupé avec l'agence Néo Bien-être. Les gars, désolé, on ne fera pas un festival, on va se contenter du pique-nique. Et en fait, tu vois, je pense que ça vaut le coup d'écouter son intuition parce que dans notre vie de tous les jours, je pense qu'on se met beaucoup de barrières parce qu'on réfléchit peut-être un peu trop. Et en réalité, je vois bien qu'on est capable d'accomplir plein de choses. Et j'ai même l'impression que c'est sans fin, vraiment. Hein. Et je me rappelle d'une époque où moi j'ai fait du kung-fu pendant 14 ans. Et je me rappelle de cette époque où mon maître avait cette capacité à faire en sorte qu'on aille encore plus haut que ce que nous on pensait. C'est-à-dire que physiquement, à un moment donné, tu as vraiment l'impression d'être arrivé à tes limites. Et lui, il avait un esprit en plus très militaire. Mais en fait, à chaque fois, il arrivait quand même à nous amener encore plus haut, en fait, comme une marche en plus. Quoi. Et ça m'a toujours impressionné. Et je pense que c'est une qualité que j'ai dû garder et développer parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on se fixait nos propres limites et qu'au final, on n'avait vraiment pas de limites. Et je me pose d'ailleurs toujours la question, c'est quand les limites, en fait? Il y a bien à un moment donné une barrière, une limite. Mais voilà, c'est vraiment un message très positif que j'ai envie de dire, c'est qu'on est vraiment capable de tout et moi je suis vraiment là en fait pour vous le dire parce que je suis parti de rien et je me considère vraiment comme un citoyen lambda. Donc je me dis à chaque fois, si moi je peux le faire, mais tout le monde peut le faire. Donc c'est là une des conditions sine qua non, c'est vraiment de trouver là où on est vraiment bon, là où vraiment on va prendre du plaisir parce que moi j'ai pas du tout l'impression de travailler et c'est ça qui peut-être générera un déclic. Mmh. Enfin, et le deuxième film, du coup, il a coulé de source, il a été plus facile à faire ou quand même ça a été pareil 9 mois acharné Ah oui, en fait, c'est long à faire un film. Hein. Oui, C'est long, hein, d'autant plus que là, pour l'école de la vie, on a interviewé 120 personnes, donc 120 professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. Donc rien que ça, en fait, c'est très long parce qu'il faut se déplacer, donc il faut aller les voir. Donc là, j'avais appris du film C'est quoi le bonheur pour vous? Donc du coup, j'ai employé une personne qui m'a aidé, en fait, Emeline Lopez, qui m'a aidé à interviewer les gens. Donc on s'est scindé, en fait, les personnes. Donc elle en a interviewé une soixantaine et puis moi aussi une soixantaine. Donc ça, bah, du coup, ça a été plus rapide aussi à ce niveau-là, parce qu'on pouvait séparer la tâche. On avait retenu des leçons, évidemment, du montage du film avec Laurent. Donc, du coup, on savait un peu plus ce qu'on avait envie de faire. Mais tu vois, on n'était pas encore vraiment, j'allais dire, des réalisateurs au sens noble du terme, parce que les deux films, on les a montés, donc on a créé l'histoire en dérochant. C'est-à-dire que, tu vois, oui, on regardait à chaque fois les rushs, et à partir de là, on choisissait des morceaux, en fait, pour créer une histoire. Et en réalité, dans le monde du cinéma, on fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on écrit un scénario, et après, on va voir les gens, et après, quand tu fais la post-production, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour le deuxième film, on est parti à peu près dans les mêmes idées, donc ça nous a mis quand même beaucoup de temps. Alors, moins de 9 mois, mais je crois que ça nous a mis... Ah non, je dis des bêtises, non, je crois que ça nous a mis 9-10 mois quand même. Ouais, non, ça a été long aussi. Ça a été très long. Et puis bah, après, on avait gagné en notoriété avec le film C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que bah, on avait beaucoup de demandes. Donc du coup, quand on a lancé le film L'école de la vie, il a suivi à peu près le même chemin. Et puis là, les choses se sont un peu gelées avec cette période de confinement, parce que j'avais commencé à faire des tournées au Maroc, en Suisse, en Belgique, et j'allais commencer à faire une grande tournée en France, et tout ça s'est arrêté d'un coup. Donc maintenant, je pense que ce sera... alors là, on a déjà prévu au mois de novembre que je reparte au Maroc.
sur Rabat, Tanger et Casa. Et puis, ben, je pense qu'après, les choses vont s'enchaîner en 2021 pour la suite de la tournée. Ouais. Et un troisième film en perspective ou pas encore? Oui, 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 Ah, oui, 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 on y pense très sérieusement, mais là encore, c'est pareil, ça a été un peu gelé avec ce qu'on a vécu, mais on était parti en tout cas dans cette idée, on avait commencé à faire des réunions avec Laurent, et on avait pour projet qu'ils sortent en 2022, mais du coup, là, ça va être un peu décalé. ouais. Yeah, bah, c'est les choses en sorte que ça vienne quand ça vient, hein, ça c'est C'est sûr. ça. Ouais. Ouais. L'école de la, enfin, le festival, tu l'as aussi démobilisé de Montpellier à Paris. Enfin, vous l'avez Non, tout. Non? Ah, c'est autre chose à Paris. ouais. Le D'accord, festival pour l'école de la ville, lui, il restera toujours à Montpellier, parce que c'est une d'accord. grosse machine, et c'est, tu vois, 15 000 personnes, c'est quand même, c'est compliqué en fait de se déloger. Le congrès innovation en éducation, ça c'est l'autre événement qu'on fait. Donc, depuis 3 ans, on le fait aussi à Montpellier. Et donc là, la dernière édition, c'était le 29 février et le 1er mars de cette année à Montpellier. Donc là, on a décidé encore dans cette année de faire une quatrième édition, mais à Paris. Et donc là, c'est le 24 et le 25 octobre. On est dans une salle beaucoup plus grande parce qu'on peut accueillir 1200 personnes. Et donc, du coup, ça, c'est le congrès innovation en éducation. D'accord. C'est intéressant aussi. Oui, oui, en fait, c'est un autre format. En fait, c'est un format congrès. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le congrès, c'est que des conférences. Donc, il y a 10 conférenciers qui viennent, évidemment, dans le monde de l'éducation. Et puis, il y a 2 débats, le samedi matin et le dimanche matin, où on parle de sujets comme comment introduire le bonheur à l'école ou comment introduire tous ces outils qu'on trouve à l'extérieur au sein de l'éducation nationale. Et puis, les conférenciers, eux, traitent à chaque fois d'un sujet vraiment très spécifique autour de l'éducation. Le sujet qui est le plus, je sais pas, j'aime pas trop le temps, en vogue en ce moment sur l'éducation, c'est quoi? Enfin, en vogue. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a Maria Montessori qui ressort beaucoup, qui est un peu un phénomène de mode là, ces dernières années, à tout niveau, hein, au niveau de la pédagogie, au niveau des écoles aussi qui se créent Montessori. Donc Montessori ressort beaucoup. Il y a Céline Alvarez qui a été extrêmement médiatisée aussi ces dernières années, puis qui s'est retirée de tout ça maintenant, qui elle avait créé plus ou moins une méthode parce qu'elle s'est inspirée aussi beaucoup des outils Montessori. Mais en tout cas, à l'époque, l'éducation nationale lui avait donné des sous pour tester plein de méthodes. Et donc, ça avait très bien fonctionné. Là, en ce moment, les neurosciences aussi sont un peu mis en avant parce que tu sais, nous, en France, on accorde beaucoup de crédit quand même aux scientifiques. Oui. Et donc, du coup, bah, dès qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à un sujet, bah, il devient tout de suite plus intéressant et plus crédible à nos yeux. Donc, c'est vrai que les neurosciences, pour le coup, dans l'éducation, on entend vraiment de plus en plus parler. Et puis, l'éducation positive avec la pédagogie bienveillante et la parentalité bienveillante. C'est des termes aussi qui reviennent quand même de plus en plus. D'accord. Ouais, comme quoi ça évolue. Oui. Ah oui, ça évolue dans le bon sens. Ouais. Ça, les écoles Steiner, de temps en temps, t'en entends parler ou Ah oui, bien sûr, parce que en fait, si tu veux, Montessori, Steiner, oui, Freinet, Reggio, les écoles Summerhill font partie des pionniers dans ce qu'on appelle la pédagogie alternative. Maria Montessori, ça fait plus d'un siècle quand même, tu vois, que mm, ça existe. Et la suite après, bah, ça a été quand même Freinet, Steiner, etc. Donc oui, évidemment, on en entend parler, ça c'est sûr. moi c'est celle que je préfère. Un N'importe naturopathe, quoi. un naturopathe qui crée une école, moi je trouve que c'est sympa. Oui, c'est clair. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je te laisserai faire le mot de la fin avec un Bah, grand avec plaisir. grand Qu'est-ce que plaisir. tu aurais envie de dire aux gens? J'ai envie de leur dire, tout à l'heure, je te parlais de responsabilité citoyenne, qu'on a vraiment une responsabilité citoyenne d'incarner réellement le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Et moi, je pense que ça va même bien plus loin, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité de s'occuper de soi. Mhm. Et j'aimerais bien en fait que les citoyens, au-delà de le comprendre, pardon, puissent passer à l'action. Alors l'action, c'est en fait c'est ce premier pas qui est vraiment le plus compliqué à passer, et c'est de conscientiser que tout ce qu'on nous a appris, notamment à travers les religions, comme quoi s'occuper de soi c'est totalement égoïste, c'est faux, c'est vraiment faux. Si on veut un monde meilleur, ça passe d'abord par soi. Et ça, vous pourrez discuter avec n'importe qui, quelqu'un qui est déjà en fait dans ce cheminement, dans cette conscience-là, vous dira exactement la même chose que moi, parce que c'est logique en fait, c'est comme une logique implacable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne nous a pas accompagnés, on ne nous a pas guidés, on ne nous a pas éduqués à prendre soin de nous. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis ou inné, quoi.
Et donc, il ne faut surtout pas se dire, ah bah oui, mais moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas par où commencer, c'est pas pour moi. En fait, si, c'est pour toi, en fait, parce que ça peut se prendre à n'importe quel âge de notre vie, quoi. C'est pas parce que, je sais pas, on a 80 ans qu'on ne peut pas s'occuper de soi. Il est jamais trop tard, en fait. Et s'occuper de soi, c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des consciences différentes. Et c'est ce qui va nous permettre justement de prendre des décisions, de faire des choix très différents de ce qu'on fait aujourd'hui, où globalement, on suit un peu comme des moutons. Et ce qu'il nous faut, c'est que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes, se responsabiliser. Et pour ça, il faut qu'ils s'occupent d'eux. Donc, il faut que chaque citoyen trouve les bons outils, vraiment ce qui est bon pour lui, en termes d'alimentation, en termes de sport, en termes de sommeil, de personnes avec qui il va s'entourer, donc plutôt de gens positifs, pourquoi pas en pratiquant de la méditation. Il y a toutes sortes d'outils en fait que chacun doit trouver, ça peut être à travers la peinture, le dessin, la marche à pied, peu importe. Il faut vraiment que chacun prenne soin de soi pour un monde meilleur. Donc, pour moi, on résume très bien la phase de Gandhi, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça, Voilà. c'est sûr, ça, c'est certain. Que tout le monde t'écoute. Ben, merci beaucoup, Julienne, Merci à toi. d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est vraiment gentil. Merci. Bonsoir à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Bonsoir.